patron de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Les sujets, la rentrée scolaire 2014-2015, autour du slogan Ubitei Djangtei, le bras de fer entre le ministre de l'Éducation et les syndicats d'enseignants, les assises nationales de l'éducation, le livre blanc de la COSIDEP sur l'école sénégalaise et plusieurs autres sujets. Chermo, coordonnateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique, face à Mamoudi Brakan, le grand jury dimanche 11h10. Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Merci encore à Antoine Diouf qui a présenté cette émission pendant ces dernières semaines. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Monsieur Chermo. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le coordonnateur national de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP. Vous êtes enseignant de profession, titulaire d'un master en management et du diplôme de baccalauréat, série C. Vous êtes, comme votre serviteur, un ancien du collège El Hadj Ogo Diop des Parcelles Assainies, scout dès le bas âge et majeur de votre promotion. Vous avez été membre de l'équipe nationale de scoutisme de 1991 à 1995 et êtes un des rédacteurs du manuel de français du curé au pays en développement au conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation. Vous avez pris part au conseil interministériel tenu vendredi. 28 mesures ont été annoncées pour la rentrée scolaire 2014-2015. La COSIDEP que vous représentez en est-elle sortie rassurée? Merci beaucoup Mamoudou. Je voudrais en profiter pour vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler avec vos auditeurs et vos auditrices sur cette question importante dans le secteur de l'éducation qui pour nous est un facteur et une condition de développement. La présentation, je crois qu'elle est correcte, à part qu'il faut effectivement préciser que nous occupons le seul siège de la société civile, parce qu'il y a d'autres catégories d'acteurs qui sont représentés là-bas. Tout à fait. Et donc ça, c'était vraiment ce qu'on voulait dire. Maintenant, sur la présentation, nous aimerions aussi insister sur notre militantisme. Nous voulons juste nous résumer en étant un acteur militant, engagé, et qui pense effectivement que l'hypothèse de développement de ce pays passerait par l'éducation et la formation. Et c'est pour cela que vous avez assisté au conseil interministériel de vendredi. Nous avons été invités, parce que c'est sur invitation qu'on y assiste, nous avons été invités à ce conseil interministériel, ce qui est pour nous une marque de reconnaissance de la qualité des contributions, puisque tout le monde ne peut pas y être. Et donc nous sommes sortis aussi de ce conseil interministériel rassurés, parce que ce conseil interministériel est organisé juste après les assises de l'éducation et de la formation. Nous savons, les assises, c'était une exigence de la communauté éducative de manière générale, parce que simplement on considérait que l'heure était venue de redéfinir un peu un consensus autour de la vision, autour des finalités, autour des contenus, face à cette crise qui était là, qui a dépassé une décennie. Et donc de ce point de vue, quand nous organisons nous participons à ce conseil interministériel, où nous avons senti des acteurs qui sont tous déterminés, tous engagés à faire en sorte que les engagements qui avaient été pris lors des assises puissent être réalisés. Et peut-on considérer que le débat, la polémique et même le bras de fer qui a opposé un instant le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, à certains syndicats d'enseignants, archivé par archipo.com, que ce bras de fer est dissipé sur la date du 29 septembre comme date de rentrée pour les enseignants? Il faut dire que ce bras de fer a été dissipé déjà avant la tenue du conseil interministériel. Parce qu'il y a eu une rencontre entre les syndicats d'enseignants, le ministère de l'Éducation, avec des médiateurs. Cette rencontre a permis aujourd'hui de considérer que l'ouverture des enseignants est maintenant sur une fourchette, est allée sur une fourchette, 29 premiers. Vous avez joué une médiation? Oui, nous avons parlé. Vous savez, nous, ce que nous le faisons souvent. Voilà, on n'a pas besoin souvent de trop médiatiser ces actions. Mais ici, c'était le comité national de dialogue social qui était mis en avant. Et donc, de ce point de vue, cette crainte qui était là, je crois que c'est vite dissipé, et c'est ça qui rassure. Nous avons écouté au conseil interministériel des syndicalistes qui étaient déterminés, qui étaient engagés à faire en sorte que le système éducatif soit pacifié. Parce que ça, c'est un enjeu donc auquel il faudra faire face. Si nous n'avons pas un système pacifié où règne que la confrontation, les divergences,
c'est évident que dans ce climat, dans cet environnement, on ne peut pas construire une éducation de qualité. Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour que finalement cette rentrée pour les enseignants soit fixée le 29 septembre au lieu du 1er octobre comme habituellement? L'année dernière, par exemple, pour l'année scolaire 2013-2014, il y a un décret qui avait fixé la date de rentrée au 1er octobre. Oui, il faut dire que l'histoire des rentrées au Sénégal, je crois qu'on peut les résumer en 3 phases. Il y a eu des moments où la rentrée était à la fois faite, considérée pour les apprenants, les enseignants et les élèves. Il y a eu d'autres moments où on a fait la différence entre la rentrée administrative, la rentrée des personnels enseignants et la rentrée des élèves. Et il y a eu d'autres moments où on a eu, c'est cette année ce qui s'est passé, une rentrée à deux moments. Le premier moment, c'est une rentrée administrative et des personnels enseignants, et l'autre moment, la rentrée des élèves. Mais il faut dire aujourd'hui qu'il nous faut aujourd'hui interroger le calendrier scolaire. Quand nous savons que dans les pays environnants, ils commencent les cours bien avant nous. Oui, si au mois de septembre. Au mois de septembre. Et même ici au Sénégal, il y a des écoles qui ont déjà commencé les cours. Donc il est important qu'on engage ce débat. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est qu'on puisse faire face à cette question, mais de manière très responsable, de manière inclusive et participative, et nous dire qu'aujourd'hui, il nous faut interroger le calendrier scolaire de manière générale. Pour vous, la saison des pluies qui est mise en avant souvent n'est pas une raison pour ne pas, par exemple, procéder à une rentrée au mois de septembre, au début du mois de septembre? Ça peut être un facteur qui va être versé dans le panier de la discussion. Mais face à ce facteur, on répondra qu'il y a d'autres pays qui vivent 9 mois de saison des pluies contre 3 saisons sèches. Donc voilà, donc ce qui est essentiel, c'est qu'on se rende compte que notre temps d'apprentissage est très faible, qu'on se rende compte qu'il y a trop de fêtes et de fériés, mais qu'il n'y ait pas un seul acteur qui décide pour ce qui est de cette question qui va être une question de rupture majeure, et qu'il y ait effectivement des échanges autour de la grande question liée au calendrier scolaire. Et je sais que si on y va, si on va vers des discussions sincères et assez participatives, nous pouvons effectivement revenir sur le temps, peut-être même démarrer les cours au mois de septembre, peut-être fermer un peu plus tard. Et bien ça, c'est des questions qu'il faudrait effectivement reconsidérer. Habituellement aussi, parce que c'est ça un peu, et c'est la dernière question sur le calendrier, c'est qu'habituellement, la rentrée pour le personnel enseignant et administratif est fixée au 1er octobre, et peut-être 2 jours après, c'est la rentrée pour les élèves. Cette fois-ci, c'est le 8 octobre seulement que les élèves vont procéder à leur rentrée. Je sais que l'argument qui a été brandi par le ministère est lié à la Tabaski, qui est un moment assez essentiel, et ils ont voulu effectivement aller après la Tabaski. Mais ici, je crois que la question fondamentale, c'est quel est le sens de ce temps entre la rentrée des personnels administratifs et enseignants et la rentrée des élèves. C'est peut-être ça la question. Pourquoi avons-nous besoin d'en faire 2 moments différents? Simplement parce que nous savons que c'est des moments pour faire le point déjà sur le personnel enseignant. Sont-ils suffisants? Sont-ils disponibles? C'est aussi un moment pour anticiper sur l'année scolaire en termes de délivrance des emplois du temps. Donc nous pensons que c'est effectivement des moments assez essentiels qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avancer sur cela. Alors, cher coordinateur national de la COSIDEP, vous êtes initiateur d'une opération dénommée Ubitei Djangetei. En Wolof, ça donne, on ouvre aujourd'hui, on commence les cours aujourd'hui. Comment cela s'amorce, cette opération? Vous pensez que vous allez vraiment réaliser cet objectif? Vous savez, Mamadou, nous, on s'est dit qu'au sortir de ces assises, l'heure était à l'action. Ça veut dire que chaque acteur doit se dire concrètement, parce qu'on a suffisamment réfléchi dans ce pays. Tous les problèmes sont connus. Mais ici, l'heure était de dire, au niveau de chaque acteur, quel acte peut-on poser pour matérialiser un peu les engagements théoriques que nous avions pris. Et c'est à ce niveau que nous au niveau de la COSIDEP, nous avons interrogé un peu la problématique liée à la qualité. Et nous avons vu la relation dialectique qui existait entre la qualité et le temps d'apprentissage. C'est cela qui nous a amené aujourd'hui à dire qu'adresser la question du temps d'apprentissage, c'est le faire à l'entame de l'année. Parce qu'en pleine année, on pourra parler demain de grève d'enseignants ou d'élèves,
Mais déjà, quand débutant les années, nous perdons, le système perd 1 mois, 2 mois avant que les cours ne soient effectifs. Et c'est à ce niveau que nous avons discuté avec le M23 et nous nous sommes accordés sur une opération que nous avons dénommée Ubutei Diangatei. Alors cette opération, nous l'avons élargie à d'autres partenaires. Le Forum civil est dedans, les parents d'élèves sont dedans, le collectif d'élèves est dedans, nous avons Yanamar qui est dedans, nous avons le Conseil économique, l'Assemblée nationale dans leur commission éducation et formation qui soutiennent, le ministère, le service civique national. J'espère que je passe sur d'autres partenaires. Mais bref, il y a eu une forte convergence autour de cette idée. Faire en sorte que le démarrage des cours soit effectif à l'entame. Maintenant, le 8 octobre. Le 8 octobre. Maintenant, vous dites, nous, notre objectif, parce que nous n'avons pas, la COSEP n'a pas d'école, la COSEP n'a pas d'élèves, la COSEP n'a pas d'enseignants. Oui. Mais nous avons juste un rôle de veille et d'alerte. Et comment vos partenaires, les acteurs réagissent? Voilà. Comment ils réagissent? Aujourd'hui, nous avons interrogé les enseignants pour les impliquer dans cette opération. Ils nous ont dit que nous ne serons pas partenaires. Parce que nous serons partie prenante. Ah, d'accord. Le ministère a agi. Il nous dit, écoutez, dites-nous quelles peuvent être les contraintes pour que cette opération ne se réalise pas et nous allons essayer de les lever. Ils ont sorti aujourd'hui une lettre circulaire pour dire que les frais d'inscription ne devront pas être un frein à l'opération Ubutei Diangatei. Nous leur avons demandé d'accélérer le processus d'orientation des élèves, d'affectation des enseignants et de mettre à disposition des écoles le matériel. Les élus locaux, il faut qu'ils mettent des ressources au niveau des écoles. Il ne faut plus qu'ils attendent le mois de mars ou avril pour effectivement donner leurs ressources. Et puis on n'attend pas l'ouverture pour procéder aux inscriptions. Pourquoi on fait tout au Sénégal, les choses tout le temps à l'envers? C'est ça. Et puis les retardataires ont toujours tort. C'est ça qui pose problème. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est si compliqué? Parce que justement, il faut simplement poser les problèmes. Vous savez, pour nous, l'objectif que nous avons cette année, c'est de poser le problème. C'est d'en faire un objet de débat. C'est que tout le monde se dise que ce n'est pas normal que cela se passe ainsi. Parce que nous agissons comme si c'était normal qu'on ouvre le 8 et qu'on reste un mois après. C'est comme si c'était normal. Aujourd'hui, nous recevons tellement d'emails, tellement de SMS, tellement de coups de fil qui nous disent c'est impossible votre idée. Parce que simplement, on n'y croit pas. Et pourtant, ils regardent à côté dans une école privée, ils se rendent compte que c'est faisable dans cette école privée. Maintenant, on me dira que oui, ce n'est peut-être pas impossible, mais c'est simplement qu'il faille lever des contraintes. Il y a aussi des contraintes objectives qui peuvent être signalées. Vous allez dans la zone rurale ou dans certaines zones où on doit aménager des abris provisoires, qui sont aménagés généralement juste après la période hivernale. C'est normal effectivement qu'il y ait un retard. Ce n'est pas normal. Les abris provisoires, ce n'est pas normal. Les abris provisoires, ce n'est pas normal. Ça doit être une solution durable. Mais je dis, actuellement, puisque nous avons des abris provisoires, pour les aménager, c'est normal qu'on constate qu'il y ait un décalage entre l'ouverture et tout. Maintenant, la solution à long terme, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abris provisoires dans ce pays. Parce que 21% de la carte scolaire est faite d'abris provisoires. Cela n'est pas acceptable. Et à terme, quel est l'objectif pour que les abris provisoires disparaissent? Nous avons vu que dans le paquet, le ministère semble s'orienter vers une politique de construction pour remplacer les abris provisoires. Maintenant, nous, en tant que société civile, nous avons le rôle de veille, de voir est-ce que jusqu'où, effectivement, ce plan est en train d'être réalisé. Il y a des délais, il faut travailler sur des délais précis. Sur des délais précis. Donc, je pense, ils ont un partenaire, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat mondial pour l'éducation, qui a donné des ressources qui vont dans ce sens-là. Donc, de ce point de vue, il faudrait qu'à long terme, au-delà de Ubutei Diangatei, qui s'intéresse à l'ouverture des classes, pour que les enfants puissent avoir le maximum de temps d'apprentissage, pour que les enfants de l'école publique, parce que c'est l'école publique qui en souffre, puissent ne plus subir cette inéquité. Parce qu'ils vont faire demain les examens dans les mêmes conditions que ceux qui ont démarré le 8. Et donc ce n'est pas juste cela. Donc nous nous sommes dit, il nous faut faire le maximum il doit comprendre que l'inscription des enfants ne démarre pas le 8. Absolument. Il doit les inscrire avant le 8. Absolument. Le 8, c'est le jour de démarrage du cours. L'élève, il doit venir avec un autre état d'esprit. En se disant, j'y vais pas sans cahier et bic. On me dira les moyens. Hier, un instrument interprété, je dis qu'il y ait avec au moins un stylo et peut-être un cahier. Et l'enseignant, il doit être disponible. Mais pour lui aussi, il doit disposer de son emploi du temps. Les affectations. Donc, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en place. Mais l'essentiel, c'est que les Sénégalais se disent que ce n'est pas normal que cette situation soit. Et que chacun se dise, je vais faire face à mes responsabilités pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration notable face à cette question. Alors, l'année scolaire inclut aussi l'université. À l'UCAD, il y aura un chevauchement. Le recteur Ibrahim Tchouba a tenu une conférence de presse, un chevauchement entre 2 années scolaires.
une école sénégalaise finalement à double vitesse, parce qu'à l'université, au moment où on dit l'ouverture officielle, c'est le 1er octobre, les cours vont démarrer à peu près au mois de janvier. Donc, l'année 2013-2014 n'est pas terminée pour beaucoup d'étudiants, pour ne pas dire tous les étudiants. Ben, il faut dire que c'est une situation qui est très très inquiétante au niveau de l'université. Déjà, on ne sait même plus, on ne peut plus délimiter le calendrier universitaire. Ça commence quand, ça finit quand. Nous, quand on était encore étudiants, on savait quand est-ce que ça commençait, quelle était la première session, deuxième session. C'était très précis. Aujourd'hui, on ne peut plus délimiter ça. Ces enfants-là, ces étudiants, je crois aussi qu'ils souffrent. Ils souffrent parce que finalement, ils enchaînent des années. Alors que nous savons que dans l'apprentissage, il doit être prévu un temps de repos, un temps de repos pour se recharger. Ouais. Donc ces enfants-là, ils enchaînent des années universitaires. Oui, dans le domaine de l'école, c'est 2 mois de vacances. Voilà, donc il est important que la question de ce chevauchement de calendrier, il faut le vivre pour une période, pour justement continuer à effacer ce souvenir. Parce qu'il faut désormais qu'on sache que l'année universitaire commence à tel moment et ça finit à tel autre moment. On me dira qu'il y a le virtuel qui est là, qui ne peut pas être limité à des temps. Mais au-delà, je dis, ce n'est pas une raison pour aujourd'hui qu'on sente effectivement cette situation qui fait que finalement on ne sait même plus. Le jeune étudiant qui va en octobre, il est en quelle année? Il est dans l'année 2014 ou 2015 ou dans l'année 2013? Une école sénégalaise à double vitesse. Je crois que c'est très très regrettable. Mais puisque nous sommes dans une dynamique de réforme, il faut juste qu'on soit assez éclairé pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'on revienne à l'orthodoxie. Parce que c'est important que l'on revienne à l'orthodoxie si nous voulons effectivement résoudre ces questions de manière définitive. Quel est le bilan qu'on peut tirer du système éducatif sénégalais dans sa globalité à la veille de cette rentrée 2015? La veille de la rentrée 2015, c'est aussi la veille des OMD, du rendez-vous mondial 2015. 2015 signifie beaucoup de choses. C'est très symbolique. Ouais. Alors aujourd'hui, si nous devons tirer un bilan, c'est un bilan très paradoxal dans le système éducatif sénégalais. Paradoxal dans la mesure où nous faisons partie des pays champions en termes de ressources que nous investissons dans notre système éducatif. Tu nous compares à beaucoup d'autres pays, on met plus de ressources. Mais nous faisons partie des pays qui font le moins de résultats, d'efficience. Ça, c'est un paradoxe. Alors qu'on met beaucoup de ressources. On met beaucoup de ressources et on a très peu de résultats. Dans votre livre blanc, on en parlera plus en détail un peu plus tard, mais soit dit en passant, livre blanc sur l'école sénégalaise, effectivement, vous dites que beaucoup d'argent, des centaines et des centaines de milliards ont été engloutis par l'école sénégalaise. C'est connu, l'éducation de manière générale. C'est connu au niveau national, c'est reconnu au niveau international. Ouais. Mais nous faisons moins de résultats. La Gambie qui est là à côté, avec laquelle on partage le même environnement économique, social, mais ils sont dans le cadran des pays les plus efficients. Ils sont au-dessus de nous. Donc ça, c'est ça le niveau de paradoxe. L'autre niveau de paradoxe, c'est que nous faisons partie des pays aussi qui avons beaucoup recruté. Nous avons beaucoup d'enseignants. Nous avons des enseignants. Peut-être pas suffisamment. Mais le paradoxe, c'est que au moment où vous prenez l'exemple de Thiès, où tu peux constater des surplus d'enseignants, en même temps, vous avez des déficits en enseignants à Tivaouane à côté. Donc la problématique liée à la gestion des ressources, je parle des ressources humaines, ça aussi c'est un élément. Mais ça, c'est l'État qui est responsable de ça. C'est l'État évidemment, c'est l'État qui est responsable de ça. Donc ça, en termes de bilan, on peut le tirer. En termes de bilan, on peut constater que le Sénégal a fait des pas en matière d'accès à l'éducation. 94% de TBS, c'est un effort si on se compare aux autres pays. Mais nous nous rendons compte qu'il y a encore des secteurs qui sont laissés en rade. La petite enfance, qui a moins de 2% du budget. L'alphabétisation. Nous sommes dans un pays en développement. L'alphabétisation des jeunes, déscolarisés prématurément. L'alphabétisation des adultes. Ça aussi, c'est moins de 1%. Donc, et ça fait partie des objectifs EPT. Quand on parle des objectifs, c'est 6 objectifs qu'il faut interroger en même temps. Donc, sur ce plan, nous avons encore des retards. Et sur les 6, nous aurons à atteindre combien? L'objectif lié comment on appelle, au genre. Ouais. Au genre, parce que sur le plan genre, nous avons fait des efforts pour la scolarisation des filles. Absolument. Et là encore, il faut dire que la scolarisation est assez importante parce qu'à l'élémentaire, nous avons plus de filles que de garçons, mais plus elles avancent, moins on les ressent dans le système. Donc elles décrochent très tôt, les filles. Donc là aussi, il y a un défi lié à ça. Nous pensons donc que ça, en termes de bilan, c'est un élément qui est essentiel qu'il faut souligner. L'autre bilan, c'est la qualité
du système d'éducation et de formation au Sénégal. Des résultats que vous connaissez, 30%, 33%, 40%, c'est des résultats qui alarment, des résultats qui doivent inquiéter, des résultats qui doivent nous faire face à nos responsabilités. Je pense que ça aussi c'est un aspect. Ici au CFE, on a des résultats de 92%. Quel CFE? Cette année, non, vous n'avez pas 92%. Oui, vous voulez peut-être parler peut-être de l'entrée en sixième, où il y a des... Oui, mais ça, c'est même pas, ça n'évalue pas les compétences des enfants. C'est bien ça. L'entrée en sixième, c'est fonction de la disponibilité de place pour les classes supérieures en sixième. Donc, tu peux voir des enfants qui n'ont pas le niveau en termes de tests, de compétences de base, et qui passent pour l'entrée en sixième. C'est différent. Par contre, ce qui permet de maîtriser un peu le niveau des enfants, c'est le CFE, qui est un examen, qui n'est pas un concours, lui. Et de ce point de vue, vous avez suivi, il y a 2 jours, dans une école ici, Liberté 6, où on a parlé de 0% de taux de réussite. Liberté 6 Barak. Donc ça, c'est inquiétant. Donc ça veut dire que si nous avons une moyenne qui tourne autour de 30-40%, ça cache des disparités. Ça veut dire ça veut dire quoi, Liberté 6 Barak? Parce que c'est un quartier démuni, qu'on a enregistré ces résultats. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, a priori, pour être honnête, on ne pourrait peut-être pas l'expliquer ici, parce qu'il y a d'autres écoles qui sont à côté, qui peut-être ont fait des performances. Il y a certainement un ensemble de facteurs qu'il faut interroger. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre justement qu'il nous faut interroger la problématique liée à la qualité de l'éducation. Alors, sur les OMD, ce qui est clair, c'est que le Sénégal ne va pas atteindre tous les objectifs en 2015. Qu'est-ce qui explique que la communauté internationale a été trop ambitieuse ou le Sénégal a été un mauvais élève? On pourrait peut-être opter pour votre première explication, simplement parce que c'est pas seulement le Sénégal, c'est presque tous les pays qui n'atteindront pas les OMD. Donc ça veut dire qu'il y avait eu peut-être certainement de l'ambition par rapport à ça. Donc ça pourrait être un élément d'explication. L'autre élément d'explication, c'est que quand nous parlons d'éducation et de formation, c'est aussi une responsabilité des pays partenaires qui avaient pris des engagements, qu'aucun pays qui ferait des efforts en matière de scolarisation n'allait souffrir de problèmes de financement. Donc aujourd'hui, nous savons que le financement externe a beaucoup diminué. Donc ces pays partenaires aussi n'ont pas respecté leurs engagements en termes d'appui aux pays en développement. Parce que nous savons que ce n'est pas une simple aide, mais nous savons que l'éducation, c'est une responsabilité globale. C'est un bien public global. Nous avons, la communauté internationale a intérêt à ce qu'on ait des populations africaines, sénégalaises, de tous les pays qui soient bien éduquées. Ça c'est important parce que nous avons toute la théorie autour de la globalisation des villages planétaires. Donc ça pourrait expliquer effectivement cet échec-là que nous avons constaté. L'autre niveau d'échec, c'est un problème de détermination. Vous savez, les questions d'éducation, ça doit aussi interroger le domaine de la souveraineté. Quand nous voulons, vous regardez le Sénégal, en termes de manuel, nous sommes appuyés par les Canadiens par exemple. Presque à tous les niveaux. Sur plusieurs intrants, c'est des mains extérieures qui nous appuient. Donc vous imaginez autosuffisance dans ce domaine. Autonomie par rapport à ça. Il n'y a pas de autosuffisance. Comme si on parlait du riz ou de... Excellent. Donc, s'il quittait dans 2 ans, 3 ans, parce qu'un projet a un début et une fin, dans quel état nous serons? Donc, la problématique liée à la souveraineté, c'est aussi important. Et ça rappelle le financement domestique. Il faudrait aujourd'hui que dans nos pays, qu'on puisse avoir un système qui nous permette de financer par nous-mêmes l'éducation et la formation, parce que simplement nous aurons compris qu'il reste le levier de développement de ce pays. Notre indépendance reste à conquérir aussi dans le domaine de l'éducation. Juste. Alors, je rappelle que nous recevons ce dimanche Cheikh Mbow, coordonnateur national de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP. Il est également membre du conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation, en occupant le seul siège dédié aux pays en développement pour ce qui est de la société civile. Nous allons attaquer les assises nationales de l'éducation et de la formation qui viennent de se tenir. Était-ce opportun, après les états généraux de l'éducation et de la formation de 1981, dont la mise en œuvre a été très peu effective? C'est vrai que c'est une question importante. Une question importante dans la mesure où il y a eu beaucoup d'autres plages de réflexion, d'échange, au-delà même des états généraux de l'éducation et de la formation. Et je crois que ces moments d'échange nous auraient suffi pour, en tout cas, confirmer un peu le consensus autour de la vision. Mais d'autre part, il était important parce que nous avons vécu un moment, une crise de confiance entre les acteurs.
les acteurs ne se parlaient plus, ou ils se parlaient mal. Les acteurs ne se comprenaient plus. Les acteurs ne se faisaient plus confiance. Quand le ministère parle, les syndicats ne faisaient pas. Quand les syndicalistes parlent, etc. Donc ça, c'est un problème. L'autre crise, c'était une crise avec la société, entre l'éducation et la société, où la société considérait que les citoyens qui étaient issus du système éducatif n'étaient pas des citoyens suffisamment créatifs et qui portaient les valeurs de notre société. Donc, nous avions besoin, face à cette crise, de marquer une petite pause, de nous arrêter et de discuter entre les acteurs. C'est ça qui fait la pertinence et l'opportunité de ces assises. Nous pensons que c'était important effectivement qu'on le fasse. L'idée, c'était de recréer un consensus autour de l'éducation. Et je crois qu'à ce niveau, il faut se satisfaire du fait que nous avons eu un dispositif suffisamment inclusif, participatif, qui a fait que toutes les voix ont été écoutées. Et donc aujourd'hui, un large consensus, on peut affirmer qu'il y a eu un large consensus autour de la vision. On l'avait eu aussi en 1981. Maintenant, très peu de résultats. Parce que justement, ça c'est notre défi auquel nous devons faire face. Le Sénégal réfléchit bien. Moi j'ai l'habitude de dire que nous avons beaucoup réfléchi. Et il s'assoit même beaucoup. Bien réfléchi. Il s'assoit même beaucoup. Voilà. Au lieu de se tenir debout et d'agir. Très très bien. Le temps n'est-il pas à l'action? Quand on passait pour le livre blanc, nous avons dit debout et non plus assis. Ouais. On ne parlait pas d'assises. C'était un message, une philosophie qu'on voulait faire passer aux gens. Absolument. Donc présentement, nous pensons qu'après toutes ces réflexions, ces belles réflexions, nous avons aujourd'hui la responsabilité d'agir. Au Conseil interministériel, lorsque j'ai pris la parole, c'est ça que nous avons dit au Premier ministre. Nous avons dit que l'année 2014-2015 devrait être marquée sous le sceau de l'action. Ça va être une année de l'action. Action, agir. Agir pour qu'il n'y ait plus une seule minute de grève parce que des élèves auraient manqué d'enseignants. Agir pour qu'il n'y ait plus une seule seconde de grève des enseignants pour non-respect d'accord. Agir pour qu'il n'y ait plus un seul enfant qui soit laissé en rade, qui ne soit pas scolarisé. Nous avons été à Tambacounda, à la COSIDEP, et à Kédougou. On s'est rendu compte qu'il y avait 780 enfants en âge d'être scolarisés et qu'ils n'étaient pas pour faute d'enseignants. Donc il faut agir par rapport à ça. Agir pour qu'il y ait plus de qualité dans le système, qu'on ne se satisfasse plus des 30% ou 40%. Et pourquoi ne meurt pas également comme ça à l'université, dans l'espace scolaire? C'est le cas de cet étudiant Bassirou Faye. Agir pour qu'il y ait de l'espoir pour les enseignants. Vous savez, au-delà de cette crise au niveau de l'université, c'est en termes de perspective. Est-ce que les enseignants, les étudiants ont de l'espoir par rapport à l'université? Pensent-ils pouvoir réussir à partir de l'université? Pensent-ils pouvoir s'en sortir, comme qui dirait? Donc nous pensons qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse agir dans ce niveau-là. Oui, l'état général de 81 va peut-être servir aux assises nationales de l'éducation de 2014. Simplement parce que nous aurons constaté que l'échec des états généraux, c'était en termes de mise en œuvre des recommandations. Et vous pensez que les ANEF, assises nationales de l'éducation et de la formation, vont réussir là où les EGEF ont échoué? Oui, parce que la chance des ANEF, c'est que les ANEF se sont organisés après les EGEF. Donc si nous avons une équipe intelligente, nous devons partir des échecs et insuccès des EGF pour mieux construire les ANEF. Et ça c'est un élément. L'autre élément, c'est que nous avons aujourd'hui des citoyens qui sont plus exigeants. Ça veut dire que la mise en œuvre des recommandations des ANEF ne dépendra pas seulement des acteurs institutionnels. Nous, au niveau de la COSIDEP, nous allons jouer notre rôle entièrement, en toute responsabilité. Nous espérons que les parents d'élèves le feront, qu'une autre organisation de la société civile le fera. Donc il faudrait que chacun se dise qu'avec ou sans l'État, nous devons veiller à ce consensus, à la mise en œuvre de ce consensus. En termes de perspective, qu'est-ce que vous entrevoyez justement pour le système éducatif au sortir des assises? Déjà qu'il y ait un climat de confiance, de sérénité, de pacification qui puisse garantir une qualité des enseignements apprentissage. Ça, c'est un aspect. Deux, c'est qu'on puisse travailler à ce qu'il y ait en tout cas un espace de dialogue ou des espaces de dialogue mais permanents, pas des espaces de dialogue d'exception où les gens ne dialoguent quand il y a des difficultés. Ça, c'est une attente par rapport à ça. Trois, c'est qu'on puisse répondre à la demande forte des assises qui était qu'il nous faut avoir une école sénégalaise, non plus une école française mais basée au Sénégal. Donc en termes de vision, en termes de diversification. Quatre, qu'il fallait entrer maintenant par les demandes et non plus par l'offre.
On n'a plus besoin de construire une offre éducative à imposer aux communautés. Mais il faut savoir écouter les communautés, prendre en charge leurs préoccupations pour leur offrir, pour effectivement répondre à leurs commandes. Et 5, il faudrait effectivement considérer la relation qui doit exister entre l'éducation et tous les autres secteurs de développement. Qu'on sache que l'éducation doit répondre à des commandes. Une commande de la société qui lui dit quel type de Sénégalais il veut, une commande de l'économie, une commande de l'agriculture. Si nous avons cette compréhension, nous allons créer ces ponts entre l'éducation et tout autre secteur de développement. Et non plus apprendre juste pour apprendre. Éviter apprendre pour apprendre, éviter le mimétisme, éviter la répétition, éviter d'avoir juste un système qui est basé sur des diplômes. Moi j'ai un ami qui est actuellement aux États-Unis, qui a fait l'Europe et qui est maintenant aux États-Unis. Il me dit, j'ai beaucoup voyagé, c'est l'ami qui parle, mais je me rends compte qu'aux États-Unis, les gens te demandent plus, qu'est-ce que tu sais faire? Il me dit, en Europe, lorsque j'étais là-bas, c'était quel diplôme tu as? Et pour nous taquiner, il dit, au Sénégal, on te dit, qui connais-tu? Tu vois, donc ces images-là, donc est-ce que nous avons des apprenants qui sortent et qui peuvent convertir les acquisitions dans leur pratique? Regardez n'importe quel leader ici, n'importe quel apprenant, quand il vous parle des concepts liés à la gouvernance, à la transparence, quand il te parle du civisme, quand il te parle de la discipline, en termes théoriques, nous maîtrisons toutes ces notions, nous les maîtrisons mieux que quiconque. Mais dans nos pratiques, est-ce que nous vivons ces acquisitions? Est-ce que nous vivons ces principes? Et c'est là où nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un système éducatif qui nous permette d'avoir des citoyens qui soient capables de vivre ces principes. Mais des citoyens aussi qui soient capables, nous pensons, d'être plus créatifs. Ça veut dire qu'ils ne dépendent pas forcément de l'offre de l'État pour exister. Qu'ils ont la capacité, une certaine ingéniosité, une certaine créativité. Donc nous avons besoin d'avoir un autre type de citoyens qui sortent de notre école. Alors, une éducation qui a une articulation, parce que étant une commande pour répondre à un besoin exprimé par la société, c'est ce que vous dites, mais il faudra aussi une interrelation, une interaction entre les différents tiroirs de l'éducation. Il y a eu tout un débat disant, mais pourquoi on a organisé les concertations nationales sur l'enseignement supérieur et organisé après les assises nationales de l'éducation et de la formation? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ce que nous pensons, nous l'avions dit en son temps, nous continuons à le dire. Nous pensons que le système éducatif doit être un tout. On ne peut pas résoudre, on ne peut pas soigner quelqu'un en s'attaquant seulement à la tête. C'est un tout. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale pour résoudre les questions d'éducation. Ce qui se vit au niveau de l'université, c'est peut-être des conséquences du système à des niveaux plus bas. Il faut qu'on ait une compréhension globale. Il faut qu'on l'adresse de manière beaucoup plus globale. Nous avons reçu récemment le ministre de l'Enseignement supérieur qui est venu dans nos locaux à la COSIDEP nous rendre visite et nous exposer pour dire qu'aujourd'hui, nous, notre voix, je crois que sur cette question, nous sommes très clairs. Nous pensons, nous l'avions dit en son temps, qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus globale, parce que c'est de cette façon qu'on peut résoudre effectivement les maux du système éducatif. Maintenant, comme on dit, le vin est déjà est déjà tiré, il faut voir. Oui. Nous avons ou notre bissap. Aujourd'hui, nous avons une possibilité ou une opportunité avec les assises de l'éducation. Il nous faut avoir l'intelligence maintenant de créer les articulations entre ce qui était sorti de l'enseignement, l'intelligence et le courage de faire donc ces articulations entre ce qui était sorti de l'enseignement supérieur et ce qui est en train d'être dessiné avec l'éducation. Mais c'est un tout, on ne peut pas le résoudre par sous-set. Et quelles sont justement les leçons que vous tirez cette fois-ci des concertations sur l'enseignement supérieur, dont l'application quand même, on ne le dira jamais assez, c'est soldé sur un mot, l'étudiant Bassirou Faye. Oui, nous pensons que la première leçon ou la leçon la plus visible, c'est que quand on finit ces genres de concertation, il est important qu'on ait un dispositif de suivi, mais un dispositif pluriel de suivi. Il n'y a pas eu de comité de suivi des recommandations. Et cela pose problème. Ça, c'est un enseignement qui doit inspirer les assises nationales de l'éducation. Actuellement, pour ce qui est des assises, il y a un vide, parce que le professeur Abdou Salam nous a dit qu'il a déjà livré ses... président du comité national de pilotage des assises. Oui. Donc, dans cette période, il y a un vide. Il a livré et là, son travail est terminé. Son travail est terminé, c'est ça qu'il nous dit. Moi, je lui disais que je le taquinais en lui disant, professeur, vous ne pouvez pas finir, quand vous donnez à manger, après il faut ranger les bols. Donc, il faut continuer à suivre le processus jusqu'à la mise en place officielle et formelle du comité
de suivi. Donc ça, c'est une leçon que nous tirons des assises de l'enseignement supérieur. L'autre leçon, c'est le niveau d'implication, de participation des acteurs. Quand vous écoutez les étudiants, ils donnent l'impression qu'ils n'étaient pas représentés, ou alors qu'ils n'étaient pas bien représentés. Ouais. Ils ne se sentent pas engagés par rapport à ces réformes. Avec une forte focalisation sur le master pour tous, d'ailleurs, qui est le nœud vraiment du problème. Voilà. Donc ça, nous le tirons comme leçon. Troisième leçon, c'est toujours en termes d'implication. Vous écoutez les syndicalistes, notamment du SAES, ils ne se retrouvent pas totalement dans ce. Donc, le niveau implication, participation, c'est essentiel. Nous, ce que nous avons dit au ministre, c'est que l'autre leçon à tirer, c'est que quand on s'accorde sur des recommandations, il est essentiel qu'on veille sur son appropriation citoyenne. Faire en sorte que les communautés, les parents, ceux qui ne sont pas des acteurs directs de l'université, puissent être saisis des réformes, des éléments de réforme. Mais aujourd'hui, quand vous parlez des réformes de l'enseignement supérieur, on semble vous dire la question de l'augmentation des frais d'inscription, ou la question des bourses, ou alors la question de l'LMD. Alors qu'il y a eu 78 points de recommandation. Donc ça veut dire que l'appropriation, la communication sociale autour des conclusions de ces conduite du changement, le management du changement. C'est ça qui a fait défaut. Et donc je pense aussi que ça va être une leçon pour les assises nationales. Je dis les assises ont la chance d'être organisées après les états généraux et après les concertations de l'enseignement supérieur. Alors, quelle est votre position sur la question de la généralisation des bourses? Êtes-vous pour son maintien ou sa suppression? Alors moi je pense que c'est un peu utopique pour un pays en développement, trop prétentieux de penser qu'on peut généraliser les bourses. Les bourses doivent répondre à des critères. Les bourses, pour nous, c'est un élément qui doit contribuer à l'équité. Et quand on parle d'équité, il faut donner les ressources à ceux qui en ont le plus besoin. Donc il y a cette dimension sociale. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être appuyés. Sinon, ils ne pourront jamais continuer les études. Il y a d'autres qui n'en ont pas besoin. Je ne dis pas qu'ils en ont peu besoin, mais qui n'en ont pas besoin. Parce que, voilà, ils sont dans un environnement social, familial, qui leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir faire des études sans avoir besoin de bourse. Il doit y avoir un critère d'excellence. Parce qu'il faut aujourd'hui aussi encourager l'excellence. Et qui doit être surtout mise en avant, non? Mise en avant. Donc, au-dessus de tous les autres critères. Bon, pour ce qui est des bourses, moi je mettrais en avant le critère social aussi. Je le mettrai même au-dessus et le deuxième critère serait un critère académique ou d'excellence. Ça, je le mettrai parce que, comme j'ai dit, la bourse doit contribuer à combler tout ce qui est inéquité. Ça, c'est ça. Déjà, l'élève qui réussit son baccalauréat, il a en termes d'excellence ou en termes de niveau, il a un niveau qui l'amène effectivement à l'université. Il faut maintenant l'appuyer s'il en a besoin. Si c'est quelqu'un qui est orphelin total, quelqu'un qui est dans une situation de modestie attestée, donc nous pensons qu'il faut se le mettre. Aller vers une généralisation des bourses, je crois que ça ne répond pas à la situation économique de notre pays et ce ne sera pas durable. Et il faudrait que nos autorités puissent effectivement poser des actes qui puissent être durables. Alors, le 14 août dernier était tué par balle l'étudiant Bassirou Faye. On est le 28 septembre, ce dimanche. Qu'est-ce que vous pensez? Jusqu'à présent, on ne connaît pas encore l'auteur ou les auteurs de ce meurtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, ça va être lié à un engagement du président de la République, la plus haute autorité de ce pays, qui disait qu'on va faire la lumière sur toute la question. J'imagine que la lumière est en train d'être faite. J'imagine que le processus n'est pas arrêté. Donc voilà ce que j'en pense, parce que nous avons besoin de savoir. Vous savez, quand on en arrive à ce niveau de drame, il est important pour rassurer tout le monde et pour entrevoir un peu, en tout cas, un avenir plus radieux. Il faudrait qu'on puisse faire le point sur la question. Donc nous pensons qu'il y a une exigence à clarifier, en tout cas, cette situation. J'imagine qu'ils sont encore dans le processus, mais on ne peut pas imaginer qu'ils l'ont arrêté. Et de ce point de vue, nous pensons qu'effectivement tous les acteurs devraient en tout cas continuer à marquer leur exigence, donc de faire en sorte qu'il y ait une meilleure visibilité face à cette situation. Parce que ça va contribuer quand même à apaiser la situation à l'université. Ça va continuer à apaiser, à rassurer, et ça c'est important, et c'est un engagement. Et donc de ce point de vue, c'est un engagement à la fois et une exigence. Donc de ce point de vue, nous pensons effectivement qu'il faut aller dans le sens de
clarifier ça. Chimbo, je tiens entre les mains le livre blanc de la COSIDEP pour la refondation de l'éducation et de la formation au Sénégal, contribution citoyenne aux concertations sur l'éducation et la formation. 7 questions clés, 7 plaies profondes, 5 affections de longue durée, 21 propositions clés pour remettre ou mettre l'école sur les rails du succès. Qu'est-ce qui vous a motivé en faisant ce livre blanc sur l'école sénégalaise? Merci beaucoup Mamoudou. Oui, c'est vrai que nous avons fait partie des acteurs qui ont beaucoup réclamé la tenue des assises quand nous avons senti cette instabilité chronique. Nous avons mené un plaidoyer pour que ces assises puissent se tenir. Mais nous avons dit qu'au-delà du plaidoyer, il faudrait qu'on vienne avec une proposition, une contribution. Nous n'avons pas le droit d'être ceux-là qui parlent seulement sans venir avec des propositions. Donc ça, c'était une première motivation. Deuxième motivation, on s'est rendu compte que toujours en termes de réflexion ou de stratégie de manière générale, nous avons toujours une approche basée sur l'expertise. Donc on s'est dit, il faut cette fois-ci qu'on démontre que les problèmes de l'éducation seraient mieux résolus si on écoutait les citoyens, les commanditaires. Voilà ce qui a fait que nous avons fait cette contribution, mais en allant recueillir les points de vue des citoyens. Nous avons fait 100 villages, 100 quartiers, des 14 régions de ce pays. Voilà ce que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, pour nous, ce qui était essentiel, c'est faire en sorte que la voix citoyenne puisse être aussi considérée dans la planification ou dans la construction de nouvelles stratégies, de nouvelles visions. Donc c'est ça qui nous a fondamentalement motivés. Nous l'avons fait en impliquant et en responsabilisant nos antennes régionales, en les demandant d'aller dans les villages les plus reculés, d'écouter les Sénégalais qui soient acteurs directs ou pas directs du secteur. Parce que simplement on s'est rendu compte que la solution, cette fois-ci, devrait certainement venir justement de ces citoyens, de ces acteurs qui ne sont pas directement liés par les... Un peu la démarche et la méthodologie des assises nationales. La méthodologie des assises nationales, non? D'autant plus d'ailleurs que c'est le président des assises nationales, Amadou Mahtar Mbow, qui a préfacé ce livre blanc. Il faut le saluer, le président Amadou Mahtar Mbow, qui l'a préfacé, saluer le premier ministre Mamadou Lamine Loum, qui nous a fait des retours, il faut partie de nos relecteurs, Mamadou Ndoye, qui a été l'un de nos relecteurs, saluer 2 sociologues, un basé en Espagne, un autre ici au Sénégal, Abdou Ndaou, Mawa Ndiaye, qui nous ont relus. Donc, saluer Yann Cham, qui est aussi un expert en éducation, un médecin qui nous a relus. Donc, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés autour de cette production. Mais ce produit, je crois que l'autre élément essentiel qu'il faille dire aux Sénégalais, c'est que ce produit a été fait de manière totalement citoyenne. Personne n'a été payé pour contribuer à ce produit. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est de l'engagement citoyen. Je fais un clin d'œil au professeur Dramé de la FASTEF, qui a été dans le groupe des 7. Au professeur Moussa Fall de l'Université de Dakar, docteur Moussa Fall, qui a été dans ce groupe des 7. Donc il y a eu des Sénégalais qui ont accepté de travailler autour de ce processus qui a duré 1 année et demie et qui n'ont pas du tout été payés. Et c'est ça qui nous a valu aujourd'hui ce produit où il n'y a pas de soutien d'un quelconque partenaire. Qui l'a financé? Il n'y a pas de financement, c'est nous qui avons financé ça. La COSIDEP. La COSIDEP à l'interne. C'est pourquoi ça a mis en compte. Ça fait partie des raisons qui ont fait effectivement ça militant. Parce que nous avions tenu à faire un travail indépendant. Indépendant, citoyen, basé sur le volontariat, l'engagement. Donc nous avons travaillé avec des experts, comme j'ai dit, dans ce sens, et nous avons réussi à faire ça. C'est pourquoi, peut-être que même pour ce qui est de l'editing en termes de qualité, il y a encore des choses à dire, mais simplement parce que c'est totalement citoyen. Mais c'est un livre qu'on peut quand même lire. Alors, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus? Oui, je crois que nous avons pu, comme nous l'avons dit ici dans les titres, qu'il y a eu déjà, quand nous avons interrogé les Sénégalais, nous avons voulu rester dans le symbolisme médical. Parce que quand on écoutait les Sénégalais parler, tout le monde nous disait le système éducatif est malade. Absolument. Quand on parle de maladie, il faut peut-être diagnostiquer, maîtriser de quelle maladie il s'agit. Donc nous sommes restés dans ce symbolisme lié donc au langage médical. Parce que c'est les Sénégalais qui le disaient ainsi. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a eu des questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Quand nous avons interrogé tous ces Sénégalais, ils n'ont pas pu avoir de réponse sur où va l'argent du Sénégal, par exemple, l'argent de l'école, par exemple. Ils n'ont pas pu trouver de réponse à ça, par exemple. Ils n'ont pas pu trouver de réponse sur, par exemple, pourquoi l'école publique n'est plus gratuite.
Ils ne savent pas. Ils n'ont pas pu trouver de réponse sur, par exemple, pourquoi nous avons encore des problèmes autour de l'instabilité chronique du système. Donc il y a eu des questions sans réponse que nous avons soulevées. Nous avons pu aussi identifier avec les Sénégalais qu'il y avait d'autres problématiques qu'ils voulaient assimiler à des maladies et que nous, dans la réflexion, on s'est rendu compte que ce n'était pas de la maladie, mais c'était simplement des plaies. Ils étaient à la surface, on pouvait faire face à ça. Instabilité chronique, on peut faire face à ça avec une volonté. Il faut que les acteurs dialoguent. Quand on pose la question de la distribution inéquitable des ressources, on peut faire face à cette question. Ce n'est pas une maladie profonde, c'est une plaie. Il faudrait qu'il y ait un système d'allocation et de distribution des ressources beaucoup plus équilibré. Où va l'argent quand même, Cheikh Mbow? C'est une question fondamentale. Vous dites qu'ils n'ont pas de réponse, que vous avez interrogé en tant que citoyen. C'est leur argent d'ailleurs, c'est l'argent du contribuable. Un expert dit dans le livre à la page 30, le programme décennal de l'éducation et de la formation PDF en particulier a injecté beaucoup d'argent dans le système éducatif sénégalais. 4500 milliards de francs CFA, précise le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, M. Ibrahim Sall. En tout cas, la période 2000-2010 couverte par le PDF disposait d'un financement important, 400 à 430 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut soupçonner des détournements? Oui, c'est pas à écarter. Des détournements ne sont pas écartés. C'est pourquoi quand les gens... Il faut auditer. Quand les gens disent que c'est une question sans réponse, c'est pas justement, il y a certainement plusieurs hypothèses. Il y a cette question-là. L'autre question, c'est la bureaucratie administrative qui consomme beaucoup de ressources. Mais dans tous les cas, les citoyens semblent dire qu'au niveau du cartable de l'apprenant, ça veut dire au niveau le plus bas de la chaîne du système éducatif, on ne sent pas les ressources. On ne peut pas dire que nous mettons autant d'argent et nous rendre compte que les parents continuent en tout cas que l'éducation des enfants continue à coûter si cher. On ne peut pas dire qu'on met autant d'argent et qu'on continue de constater que toutes les revendications des enseignants, c'est autour de l'argent. Donc voilà pourquoi nous l'avons inscrit dans les questions sans réponse. Ah oui, mais cette question des chiffres, j'enchaîne encore plus loin. Vous dites, il faut néanmoins noter que si on se réfère aux travaux des assises nationales et au rapport officiel d'exécution du budget du ministère de l'Éducation, de tels chiffres sembleraient exagérés, soit relativement aux prévisions autour de 200-250 milliards par an, et soit par rapport à l'exécution, écart énorme noté entre dotation et exécution jusqu'en 2005-2006. Mais je veux dire que ces chiffres-là, ça donne même le tournis, ça donne même le vertige, qu'on ne soit même pas d'accord sur combien on a investi dans l'éducation, c'est que ça pose problème. Je suis venu avec un document que nous avons réalisé en 2009 pour poser la problématique liée au financement de l'éducation. En son temps, quand on en parlait, c'est justement après nous que la Banque mondiale aussi a eu à démontrer qu'on ne mettait pas 40% du budget dans le système, mais qu'on était autour de 33%. Nous avions dit, nous, 27% qu'on mettait dans le système. À un moment, nous, on s'est dit, écoutez, quel que soit le volume, interrogeons-nous sur les réalités du financement sur le terrain. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a eu beaucoup de controverses qui ne semblent pas donner de solution à cette situation, mais beaucoup de controverses théoriques. Mais ce qui est fondamental et ce qui reste constant, c'est qu'on met énormément de ressources dans ce système éducatif. Maintenant, ce qui est constant aussi, c'est que ces ressources ne sont pas senties au niveau le plus bas. Et donc, par conséquent, on ne peut pas écarter l'idée de détournement ou l'idée de, je sais pas quoi, de matériel qui n'arrive pas à bon port. Un audit aujourd'hui est incontournable. Un audit, c'est incontournable. Des rapports alternatifs venant des organisations citoyennes que nous sommes. Je crois aussi que ça pourrait permettre de mieux clarifier. Mais dans tous les cas, une responsabilisation aussi des communautés est essentielle pour ce qui est de l'avenir, qu'on ait un système de suivi citoyen participatif qui puisse nous permettre de finalement sortir cela de la liste des questions sans réponse. Parce que nous devons avoir une réponse à cette question. Justement, je referme ce livre blanc et on retiendrait quoi, Cheikh Mbow? Oui, on retiendra par rapport à ce livre blanc. Oui. À ce livre blanc que aujourd'hui nous sortons des assises de l'éducation. Il y a de l'espoir qui est permis, un consensus qui a été recréé. Il est important que chaque acteur fasse face à ses responsabilités. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous devons jouer totalement et en toute responsabilité notre rôle de veille, d'alerte, de proposition. Nous devons le faire, avec ou sans l'État. Les syndicats, ils ont leur rôle. C'est un système. Chacun a un rôle différent de l'autre, mais très complémentaire à l'autre. Il faudrait que chacun puisse se dire que si le système éducatif devait
n'arrivaient pas en tout cas à nous satisfaire, n'étaient plus performants, que chacun se considère comme étant le responsable de cet fait. Nous, ce sera ça notre posture pour les années à venir. Nous ferons en sorte que la voix citoyenne puisse être mieux entendue. Ceux qui veulent lire ce livre blanc, ils peuvent se le procurer comment? Nous, on donne ça, c'est sur notre site déjà, www.cosdep.org, en version électronique. UNICEF, ils nous ont dit qu'ils peuvent multiplier ça parce qu'ils ont été convaincus pour sa qualité en 1000 exemplaires. Donc, ils peuvent se le procurer ainsi. Alors, on va aborder, c'est le dernier sujet de cette émission, cher Mbou, en rappelant que vous êtes le coordonnateur national de la COSIDEP. Vous êtes membre justement du conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation. Quel est le rôle et quels sont les enjeux autour du partenariat mondial pour l'éducation? Le partenariat mondial pour l'éducation, c'est une structure qui mobilise et coordonne les ressources financières pour un peu appuyer l'atteinte des objectifs d'une éducation de qualité pour tous. C'est ça sa fonction première. Et donc nous, au niveau du conseil d'administration, nous prenons des décisions par rapport au financement des plans nationaux. Le Sénégal a eu à bénéficier à 2 reprises des ressources du partenariat mondial pour l'éducation, de 35 milliards pour la construction de classes, des sanitaires, d'eau, et récemment, en 2013, de 24 milliards 500 pour appuyer un peu le paquet, notre politique éducative. Donc, en gros, c'est une structure de coordination pour qu'il y ait une meilleure efficacité de l'aide. Dans cette structure, vous avez les donateurs, les pays donateurs, nous avons les pays en développement, nous avons le secteur privé, vous avez la société civile, vous avez les syndicats. Bref, c'est donc tous ceux qui peuvent agir pour l'éducation, qui ont accepté, qui ont compris qu'aucun acteur pris individuellement ne puisse effectivement faire face à ces enjeux et qui ont accepté d'avoir un panier commun, avoir une table commune, avoir donc une réflexion commune, un cadre de coordination pour qu'il y ait plus d'efficacité dans l'aide pour l'éducation et la formation. Et c'est le partenariat mondial qui appuie, comme je l'ai dit, pour en tout cas de grande part, les plans nationaux de l'éducation de 59 pays en voie de développement. Il y a beaucoup de ressources à capter du partenariat mondial pour l'éducation. Oui, le partenariat, c'est parce que, comme on a dit, c'est un panier commun. Donc, c'est les donateurs, c'est tous les pays qui ont accepté maintenant de mutualiser les ressources dans ce seul panier et de pouvoir appuyer de manière beaucoup plus efficace les plans nationaux. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de ressources. L'année dernière, le partenariat était en train aussi de lancer un programme pour améliorer ou encore augmenter ces ressources. Donc on était dans ce plan-là. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est faire en sorte que tous les défis liés à l'éducation de qualité pour tous puissent être aussi gérés par cette instance. Comme j'ai dit, nous y représentons la société civile. La particularité, c'est vraiment la société civile dans sa globalité, venant donc des 4 continents, Europe, Afrique, Asie, Amérique latine, Europe de l'Est, avec des langues différentes. Et nous avons, nous, le rôle de faire en sorte que le point de vue de citoyens puisse être pris en charge. Donc c'est ça notre mission, nous, par rapport à notre siège. Et donc de ce point de vue, nous essayons aussi de rendre compte, d'encadrer, de suivre et d'appuyer la société civile. Parce que l'idée avec le partenariat mondial, c'est qu'on ait une instance similaire dans tous les pays, à travers ce qu'on appelle les GLE, les groupes locaux pour l'éducation. Ici au Sénégal, nous devons avoir des GLE dynamiques où nous n'aurons pas seulement une relation entre l'État et les partenaires techniques et financiers, mais un cadre qui va réunir et secteur privé, et État, et société civile, et syndicats. Nous pensons qu'il nous faut avoir effectivement ce cadre multi-acteurs. C'est ça qui pourrait garantir effectivement l'efficacité de nos actions. Merci, cher Mbou. Et bonne rentrée scolaire 2014-2015. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP, la COSIDEP qui est d'ailleurs partenaire du groupe Futur Média. Cette émission en classe qu'anime Elan Ndiogoudienne, que les auditeurs ont le plaisir tous les lundis matins de suivre sur RFM. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury de la RFM qui a le plaisir de vous accueillir.